Janvier 1901. Le 19e siècle s'achève avec une surprenante exactitude. Plus étonnant encore, le destin marque cette heure solennelle en rappelant à lui la plus ancienne souveraine du plus grand empire qu'ait connu l'histoire. Victoria, impératrice des Indes, reine d'Angleterre et maîtresse du quart des terres émergées du globe, meurt après 63 ans de règne. Deux empereurs et deux rois, 24 princes et 13 altesses royales suivent son cercueil, sans oublier le président d'une France républicaine. L'Europe triomphante, celle de la révolution industrielle et médicale, celle de l'expansion coloniale et du rayonnement culturel, s'est rassemblée comme pour célébrer la fin d'un siècle de prodigieux essor. Aux côtés du nouveau souverain Édouard VII, c'est la continuité des régimes, la permanence des empires et la stabilité des sociétés que personnifient ces maîtres de l'univers. Le monde de 1900, surtout hors d'Europe, ressemble encore beaucoup aux sociétés d'autrefois, organisées autour d'un monde paysan, immobile et silencieux. Presque toute l'humanité vit encore de la terre et à la terre, obéit à des rythmes naturels et selon des méthodes traditionnelles. Et l'horizon quotidien ne dépasse guère les limites du terroir où l'on naît, où l'on se marie, où l'on se retrouve pour battre en commun le blé, où la bataille qu'il faut gagner chaque année est celle du pain. Et la ville reste lointaine pour la plupart des gens qui ignorent l'eau courante, s'éclaire à la lueur des bougies ou des lampes à pétrole. Pourtant, c'est bien la ville, avec ses avenues, ses immeubles et ses monuments, qui incarnent la confiance des Européens dans l'avenir et qui fondent le sentiment de leur supériorité. À Londres ou à New York, le tintamarre permanent des milliers de chevaux traînant les omnibus, les voitures de livraison, les attelages, donne le sentiment d'une agitation et d'une prospérité inouïe. Un nouveau paysage urbain se dessine. On y trouve les ateliers des vieux quartiers à côté de véritables villes nouvelles, fondées sur la métallurgie, l'industrie électrique et déjà l'automobile. Le mythe d'une belle époque se forge. Il y a eu le tramway, l'automobile. Ensuite, on est arrivé à l'astronautique et aux fusées. Mon siècle est vraiment très intéressant. Je suis contente d'avoir vécu ce siècle. Le travail et le succès paraissaient aller de pair en ce temps-là, ce qui n'empêchait pas les gens de croire que chacun avait une place naturelle dans la société. Même les distractions semblaient cloisonnées. Au café-concert du Populo répondaient les réceptions mondaines ou les après-midi aux courses, avec chacune leur rite, leurs vêtements, leur langage. Mais derrière ce décor splendide et rassurant, la réalité est autrement plus rude. La belle époque, c'était pour les riches. Hein, les gens qui pouvaient s'habiller, qui pouvaient bien manger, que tout. Seulement l'ouvrier mangeait la ratatouille à couenne. Hein? C'était pas la belle époque pour tout le monde. Pour les pauvres, survivre est un combat de tous les jours et les familles ne doivent compter que sur elles-mêmes. Si on est sans travail ou sans domicile, on ne reçoit aucune aide de l'État. Seuls quelques rares pays, comme l'Allemagne, grâce à Bismarck, pratiquent un embryon de protection sociale. Seule l'assistance privée, religieuse ou philanthropique intervient ici ou là pour soulager les misères. En contraste, les expositions universelles sont l'occasion de célébrer la cohésion des grandes nations, leur prospérité et leurs espoirs, en particulier à l'approche du siècle nouveau. En 1900, le monde entier s'est donné rendez-vous à Paris. Plus de 50 millions de visiteurs s'y pressent. Ils ont le sentiment de participer à l'histoire du siècle naissant. Et ils ne doutent pas d'un avenir radieux.
Ce n'est pas seulement à la naissance d'un Paris moderne flambant de l'électricité qu'ils assistent, mais au spectacle du monde d'1 milliard d'habitants, résumé entre le Grand Palais et la Tour Eiffel. Je me souviens très bien de l'exposition de 1900. J'avais 6 ans. J'ai vu des gens avancer sans marcher. Alors ça m'intriguait, j'ai demandé à ma mère. Et ma mère m'a dit, c'est un trottoir roulant. C'est le premier trottoir roulant qui existe. Alors ça m'intéressait beaucoup et ça m'est resté jusque maintenant. Le trottoir roulant suscite l'enthousiasme. Les visions futuristes d'un Jules Verne semblent se concrétiser. Chacun peut même immortaliser sa visite depuis que 5 ans plus tôt, le Français Louis Lumière a inventé le cinéma. Les monuments n'ont plus seuls le privilège d'incarner la mémoire des générations. En découvrant les pavillons des 5 continents, l'homme de 1900 se donne le plaisir de comparer la puissance industrielle allemande ou le génie inventif des Américains, promoteurs de l'énergie du futur, l'électricité. L'homme de 1900 rêve à la découverte des terres encore inconnues d'Afrique, au moyen de relier entre eux des morceaux d'empire, et songe à la conquête d'autres planètes. Il espère que ces... Le POUM est né de la fusion de 2 organisations qui se rejoignaient sur plusieurs principes. Tout d'abord, la bourgeoisie espagnole n'avait pas su mener sa révolution démocratique et les ouvriers devaient donc prendre le relais. Ensuite, en Union soviétique, la révolution socialiste avait été trahie dans une certaine mesure puisque la dictature du prolétariat était devenue la dictature d'un parti, puis celle d'un homme, Staline. Enfin, il fallait redonner au communisme, ou au socialisme au sens large, le dynamisme et la force révolutionnaire qu'il avait perdu au sein des partis communistes et socialistes. À sa sortie de prison, Luis Companys devient le président de la Généralité de Catalogne, abolie après les événements du 6 octobre 1934. Cet événement est la conséquence du triomphe du Front populaire en Espagne et du Front de la gauche en Catalogne, coalition dont fait partie le POUM. Politique et sentiment divisent le pays. Alors que la gauche est convaincue que le temps des grandes réformes sociales est arrivé, la droite, terrorisée, considère la conspiration et le coup d'État militaire comme les seuls moyens de conserver le pouvoir. Le soulèvement du 18 juillet à Barcelone est étouffé dans l'œuf, essentiellement grâce à l'action des milices de la CNT, le grand mouvement ouvrier catalan, qui crée une administration parallèle à celle mise en place par la Généralité. La Catalogne est en guerre et mène en même temps une vaste révolution sociale. Le POUM crée la garnison Lénine et recrute ses propres miliciens. Parmi eux, des volontaires étrangers, comme l'écrivain britannique George Orwell, qui retrace les événements dans son livre Hommage à la Catalogne. Les militants du POUM sont les protagonistes de plusieurs épisodes de guerre spectaculaires, tels la conquête du Mont Aragon. À l'arrière, tous les efforts sont consacrés à la production de matériel de guerre. En l'absence de Joachim Maorin, emprisonné par les insurgés galiciens, le POUM se réorganise. Nin devient le chef du parti et en septembre 1936, il est nommé ministre de la Justice du gouvernement de la Généralité. Sa mission, mettre un terme au chaos. Pour remédier au chaos, Nin a opté pour la répression en créant les tribunaux populaires et en les rendant immédiatement opérationnels. Il s'est confronté aux anarchistes les plus extrémistes de la FAI qui avaient investi le palais de justice de Barcelone et les a fait arrêter. C'est Nin qui a accordé la majorité à 18 ans.
Après 3 mois de guerre, les deux camps se rendent compte qu'il leur sera difficile de remporter une victoire rapide. Il faut des armes, mais celles-ci ne peuvent venir que de l'étranger. Tandis que les avions d'Hitler et de Mussolini bombardent les villes républicaines, le gouvernement central se soumet à l'embargo décidé par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. La vague révolutionnaire a terrorisé les puissances occidentales et les républicains sont obligés de demander une aide militaire à l'Union soviétique. Bien souvent, les hommes arrivent avant les armes. Le gouvernement socialiste de Largo Caballero est contraint de négocier les questions d'ordre militaire avec les nombreux conseillers envoyés par Moscou, et ceux-ci imposent parfois leur volonté. L'aide soviétique n'a été ni gratuite ni désintéressée. Il ne faut pas oublier que le gouvernement républicain a payé cette aide en puisant dans les réserves d'or de la Banque d'Espagne et que la République s'est ruinée. Elle a englouti toutes ses réserves et en a payé le prix pendant toute la durée de la guerre. Je dirais même que dès qu'elle est intervenue, directement ou indirectement, dans les affaires de la République espagnole et de la Catalogne, l'Union soviétique n'a jamais cessé de faire du chantage pour accorder son aide. Pour la première fois, un gigantesque portrait de Staline traverse la place de Catalogne. On commémore le 19e anniversaire de la Révolution russe en présence du président Companys et du consul soviétique à Barcelone, l'ex-trotskiste Antonov Ovsienko. La rencontre entre le ministre Nin et le consul Ovsienko, ancien camarade à Moscou, est inévitable. Lors d'une cérémonie protocolaire, Nin parle en russe, mais Ovsienko fait semblant de ne pas le reconnaître. Ce malentendu apparent et le silence qui s'ensuit sont prémonitoires. L'arrivée à Barcelone du Zyryanin, le premier vaisseau soviétique chargé de nourriture, est présidée par Antonov Ovsienko. La situation politique de cet homme est fragile et contradictoire. Si Staline l'a envoyé à Barcelone, c'est parce qu'apparemment, il lui a pardonné son passé trotskiste. Mais en essayant d'éviter Nin, Ovsienko commet une nouvelle erreur. Il révèle sa sympathie pour les anarcho-syndicalistes, ce qui va lui coûter très cher. Le KGB épie ses moindres faits et gestes. La plupart des gens en poste en Espagne, militaires, généraux, conseillers, pilotes, étaient des agents du NKVD. Ils avaient un nom de code et s'étaient engagés à servir les organes de sécurité. Une surveillance était exercée sur les envoyés de Moscou, sur les hommes politiques, sur les membres du gouvernement espagnol et catalan. Et c'est le NKVD et la Lubyanka qui étaient à l'origine de tout cela. À la tête des agents du KGB en Espagne, Moscou a placé un personnage inquiétant, Lev Lazarevitch Feldbin, qui va devenir le principal conseiller du gouvernement républicain en matière d'espionnage et de contre-espionnage. Celui-ci communique avec Staline sous le pseudonyme de Zvied, mais son surnom le plus connu est celui de général Alexander Orlov. Autour de lui gravitent des délégués directement envoyés par l'internationale communiste. L'Italo-Argentin Vittorio Codevilla, alias Medina, et l'Italien Palmiro Togliatti, alias Cercoli et Alfredo, qui contrôlent l'appareil du Parti communiste espagnol. Le Bulgare Boris Stefanov, alias Moreno, un ancien ami de Nin à Moscou. Le Hongrois Erno Guerro, alias Pedro, l'homme de Moscou au PSUC. Et l'Italien Vittorio Vidali, alias Commando Carlos Contreras et Arturo Sormenti, chef des commissaires politiques. La plupart de ces hommes ont des fonctions politiques et policières. Le groupe organisé par les brigades internationales est composé de cadres communistes espagnols et étrangers. Le français André Marty est le plus influent d'entre eux. Grâce à ses rapports confidentiels trouvés à Moscou,
On sait aujourd'hui à quel point les envoyés de Staline se méfiaient les uns des autres et se disputaient le contrôle du PCE et du PSUC, le Parti socialiste unifié de Catalogne, créé au début de la guerre. Voici ce qu'écrit Martí à propos des délégués et des instructeurs en poste en Espagne. J'ai été très surpris en arrivant à Madrid par l'activité du camarade Codevilla. Il est le seul à avoir le droit de s'exprimer. Il joue les caciques et considère le parti comme sa propriété privée. Martí parle aussi de la Catalogne. Notre parti, le Parti socialiste unifié de Catalogne, affilié à l'Internationale communiste, n'est pas soudé. Bien que sa direction soit entre nos mains, il n'a pas de colonne vertébrale idéologique. En ce qui concerne ces opérations en Espagne, je dirais que d'une façon générale, le KGB a bénéficié de l'aide du Parti communiste espagnol. Mais le PCE croyait servir les intérêts de l'Espagne démocratique. Il n'y avait rien d'hypocrite dans son attitude. Il était naïf, certes, mais pas hypocrite. Santiago Alvarez, militant du PCE, est à l'époque commissaire politique dans l'armée. Resté au front pendant presque toute la guerre, il y a rencontré quelques conseillers soviétiques. Tous les conseillers qui sont venus ici ont risqué leur vie avec nous, sur le front. Ils ont tout fait pour que nos troupes remportent la victoire. Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, Stalin, rodeando al emblema de la Internacional Comunista. Los carteles de afección tatúan vivamente los muros. Les réunions du PCE sont de véritables campagnes de propagande, exaltant l'Union soviétique et ses dirigeants. Parallèlement, les communistes se présentent comme une force capable d'établir l'ordre et d'attirer les secteurs les plus modérés de la société républicaine. Le message s'adresse principalement aux jeunes générations, auxquelles on propose le modèle de vie soviétique. Mais la propagande du PCE révèle seulement un côté de la réalité. L'autre est soigneusement occulté ou déformé. Le Moscou des Lumières et des nouveaux immeubles en béton, c'est la vitrine du stalinisme. Mais Moscou est aussi la ville des arrestations et des disparitions. Le siège du gouvernement sera bientôt surnommé la Maison des Horreurs, tout un symbole pour une époque marquée par la peur. Des hauts fonctionnaires disparaissent sans laisser de traces. On se demande aujourd'hui encore comment ces souterrains communiquaient avec le Kremlin. Des millions de citoyens sont exterminés, victimes de la violence de leur propre État. La couverture légale de l'élimination des ennemis politiques, ce sont les procès, où la plupart des preuves et des témoignages sont faux. Entre 1936 et 1938, des centaines de procès de ce type sont engagés. Le procureur général Andrei Wyszynski est un expert des joutes oratoires appelant au lynchage. От малого до старого ждет и требует одного. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Требует наш народ одного. Раздавите проклятую гадину. Pour Staline, le POUM est un repère de crapules et de traîtres, et les discours de Wyszynski projettent l'ombre des procès de Moscou sur toute la Catalogne. La Bataille, le quotidien du POUM, est le premier qui ose dénoncer les crimes de Staline, et le premier aussi à qualifier de chantage l'aide que l'URSS apporte à la République. En décembre 1936, sous la pression du PSUC, Andreonin est destitué de son poste de ministre catalan de la Justice. Villebaldo Solano, alors membre du conseil exécutif du POUM, assiste au départ de Nin du gouvernement catalan.
Nin a été remplacé à son poste par Rafael Vidiella, un vieux militant socialiste dirigeant du PSUC. Quand Nin est parti, Vidiella a fait son éloge avant d'ajouter « Tu es ici chez toi, tu peux venir quand tu veux, je suis à ta disposition, tu peux compter sur moi ». Nin lui a simplement répondu « Eh bien, ne compte pas sur moi ». 2 jours après les célébrations du 1er mai 1937, les barricades fleurissent à Barcelone. D'un côté, les forces de la Généralité et du PSUC. De l'autre, celles de la CNT et du POUM. Ce qui met le feu aux poudres, c'est l'occupation par la police des locaux de la Compagnie des téléphones, fief anarcho-syndicaliste. Les communistes veulent dicter leurs lois sur le front et à l'arrière. Leur consigne, c'est qu'il faut d'abord gagner la guerre. Et selon la CNT et le POUM, pour gagner la guerre, il faut faire la révolution. Le quotidien La Bataille a publié, je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque j'y travaillais, j'ai moi-même écrit certains de ces articles. La Bataille a donc publié constamment pendant plusieurs jours avant le mois de mai, je dirais même pendant 2 ou 3 semaines, des articles où il était dit qu'une conspiration dirigée contre les ouvriers et contre la CNT était en préparation. Notre révolution faisait peur aux communistes, parce que eux, ils n'ont pas fait la révolution. Ils l'ont assassinée. Alors, ils ne voulaient pas entendre parler de la révolution espagnole. Le principal protagoniste des événements du mois de mai, ce n'est pas le POUM, mais un secteur de la CNT-FAI. Le POUM n'a fait que lui accorder son soutien et l'encourager. Mais lorsqu'il s'est agi d'incriminer les responsables, il a été le seul à subir les conséquences. En réalité, le POUM n'est pas le seul à subir les conséquences. Le Premier ministre du gouvernement central, le socialiste radical Largo Caballero, favorable à une collaboration avec la CNT, est contraint de démissionner sous la pression des communistes. La Généralité de Catalogne n'a plus aucun pouvoir en matière de défense et de maintien de l'ordre. Et l'anarcho-syndicalisme perd définitivement son hégémonie sur le mouvement ouvrier. Le PCE et le PSUC sortent quant à eux renforcés de la crise et imposent un nouveau gouvernement présidé par le socialiste modéré Juan Negrin. Ce dernier sera obligé, dans un contexte international défavorable à la République espagnole, de mener une politique proche des intérêts soviétiques. Toutes les conditions nécessaires à l'offensive staliniste contre le POUM sont peu à peu réunies. La conspiration est orchestrée depuis Moscou, et c'est là, aux archives de l'Internationale communiste, que l'on découvre les premiers indices du complot, dans les rapports que le Hongrois Ernő Gero, alias Pedro, envoie de Barcelone. Ici, on a déjà pris des mesures pour démasquer ces bandits, explique Pedro dans une lettre codée écrite en français. Et après les événements du mois de mai, il insinue qu'une action radicale s'impose. Malgré les efforts du parti, explique-t-il, les trotskistes du POUM existent toujours comme organisation légale. Les gouvernements catalans et valenciens n'ont pris aucune mesure sérieuse à l'encontre du POUM. Et en plus des rapports de Pedro, il existe un document secret, écrit en russe en 1941, qui clôt le dossier Nin. Il n'apporte rien de définitif, mais donne une bonne idée du complot. Le dernier mot est significatif, exécuté. Le document est signé du nom de Bielov, l'un des principaux collaborateurs du général Orlov. Pour le dissident communiste italien Ettore Vanni, journaliste à l'Espagne républicaine, Bielov est l'un des artisans de la conspiration contre le POUM. On ne trouve aucune autre trace de ce complot dans les archives de l'Internationale communiste. Les preuves formelles, elles, sont ailleurs, dans un immeuble de Moscou dont aujourd'hui encore, Svetlana Rosenthal a du mal à prononcer le nom. Vous ne trouverez pas de réponse dans nos archives. Il y a eu des cas semblables concernant des hommes politiques connus, mais jamais on n'a trouvé dans nos archives de réponse à cette question précise. La réponse se trouve sans doute dans d'autres archives, celle du KGB par exemple. La Lubyanka, siège du KGB.
Oleg Ivanovitch Tsaryov a 45 ans. Il est agent du KGB depuis 20 ans et l'une de ses occupations favorites, c'est l'étude des activités du général Orlov. Ces dossiers proviennent d'archives ultra-secrètes de la police politique. L'un des dossiers concerne l'assistant, nom de code d'André Ounine, mais ne contient que des articles de presse. L'autre concerne Tzvied, pseudonyme du général Orlov, et c'est dans celui-ci que l'on trouve les réponses aux questions relatives au complot. Орлов сумел фактически организовать такой же. Orlov est parvenu à monter un procès politique contre le POUM à l'étranger en Espagne. Ce complot a été une réussite. Il a été fatal au POUM qui a été interdit et dissous. C'est le seul cas dans l'histoire dont nous ayons eu connaissance. La phalange a servi de prétexte dans l'organisation du complot. C'est ce qu'explique Orlov dans une lettre adressée au KGB le 23 mai 1937, le lendemain du jour où Pedro adresse son rapport à l'internationale communiste. Nous avons rédigé le document annexe, dit-il, qui prouve que la direction du POUM a collaboré avec la phalange espagnole et par son intermédiaire avec Franco et l'Allemagne. Orlov raconte aussi que, profitant de l'arrestation de 270 phalangistes membres d'un réseau d'espionnage, ils ont fabriqué de toutes pièces des messages chiffrés et des textes écrits à l'encre sympathique pour prouver aux autorités républicaines que le POUM, la phalange, Franco et les nazis, c'était du pareil au même. Dans le dernier paragraphe, Orlov s'en prend à Nine. Il explique qu'étant donné le rôle joué par le POUM dans les événements de mai à Barcelone, il suffirait d'affirmer qu'il existe des liens directs entre l'un de ses dirigeants et Franco pour que le gouvernement prenne des mesures administratives contre les trotskistes espagnols. Et si le POUM était accusé d'être un réseau d'espionnage germano-franquiste, il serait totalement et définitivement discrédité. La machine est lancée. On en trouve la preuve à 3000 km de Moscou, aux Archives nationales de Madrid. Voici un extrait du faux rédigé par Orlov. Le contenu est chiffré et écrit à l'encre sympathique. Ces numéros sont un code secret qui, une fois déchiffré, révèle la lettre N, initiale de Nine, et toute une série d'informations sur les renseignements et le support logistique que Nine et le POUM fourniraient à Franco. Ces renseignements concernent Barcelone, mais aussi Madrid. Il s'agit ici d'un plan de la capitale où est signalé l'emplacement des défenses républicaines dans le parc de la Casa de Campo. Si le cerveau de cette machination est Orlov, l'instrument en est un informateur de la police infiltré dans la phalange, Alberto Castilla, alias Fernando Velasco. C'est Javier Jiménez, à l'époque policier de la brigade spéciale, qui est chargé d'assurer la sécurité de cet informateur. Il remplissait des feuilles de papier. Je ne sais pas du tout ce qu'il écrivait. Mais je voyais que certaines parties étaient rédigées à l'encre sympathique. C'était un expert en la matière, d'ailleurs. À l'époque, l'électronique n'existait pas encore, alors on se débrouillait comme on pouvait. On utilisait souvent l'encre sympathique qui devient visible sous l'action d'un réactif. Et tous ces documents qu'il a rédigés pendant plusieurs jours, il me les a remis dans une enveloppe scellée que j'ai apportée à la brigade spéciale. Bien sûr, ce n'est qu'après que j'ai su qu'il s'agissait de faux, où était apposée toujours à l'encre sympathique la signature de Nine. Et de la conspiration, on passe à l'action. La brigade spéciale, qui se voit confier la mission par le directeur général de la sécurité Antonio Ortega, colonel communiste collaborateur d'Orlov, se met au travail immédiatement. On est allé au commissariat de Valence, le mystère était complet. Et une fois sur place, on nous a envoyés à Barcelone. Pendant ce temps, à Barcelone, le dirigeant de la CNT Ramon Liarte prévient Nine du danger qui le guette. On lui a dit, tu joues avec le feu. On a des rapports qui montrent qu'ils veulent te détruire.
Tu t'en fiches, mais un de ces jours, ils vont t'arrêter et te faire disparaître définitivement. Il faut que tu te protèges. Mais comme il avait très confiance en lui, il s'est mis à rire et nous a répondu « On verra bien ». Lorsque Nin arrive au siège du POUM, le milicien qui était de garde, un copain de jeunesse du parti, le prévient. « Écoute, un militaire est passé et m'a juste dit qu'ils allaient vous arrêter aujourd'hui et il s'est tiré. » Le lendemain matin, on nous a demandé d'aller au commissariat de Barcelone. C'est ce qu'on a fait. Rossel, Valenti et Gamallo étaient déjà sur place. Ce n'est qu'après qu'on a su qu'ils avaient passé la nuit à l'ambassade soviétique, qui s'était déjà installée à Barcelone. Ils nous ont dit qu'ils étaient venus pour accomplir une mission, désarticuler le POUM. Mais Jiménez n'assistera pas à l'arrestation de Nin, près du palais de la vice-reine. Le 16 juin 1937 est un jour historique pour le mouvement ouvrier et le socialisme dans le monde. C'est ce matin-là que le comité exécutif du POUM s'est réuni pour la dernière fois, ici même. La réunion s'est terminée vers 1h de l'après-midi. Et Nin est tout de suite parti au siège du comité exécutif du POUM qui se trouvait un peu plus haut sur la Rambla des Estudios. C'est là qu'un officier est venu le prévenir de son arrestation. La réaction de Nin a été immédiate. Ils n'oseront jamais. Quelques instants plus tard, la police s'est présentée. Nin a été arrêté et jeté dans les cachots du commissariat de Barcelone. Teresa Carbo est la seule militante du POUM à voir Nin au moment de son arrestation. J'ai couru jusqu'au commissariat et là je suis montée au premier étage. J'ai ouvert la première porte qui se trouvait sur mon chemin et je l'ai trouvé là, assis. Je lui ai mis la main sur l'épaule et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Il m'a regardé, il m'a répondu « Malheureuse, tu sais où tu es ici ?» Il n'a pas eu le temps d'ajouter quoi que ce soit parce que 3 hommes sont sortis à ce moment-là. Ils m'ont attrapé et m'ont poussé vers le couloir. Barcelone est loin derrière. La voiture qui transporte Nin se dirige vers Madrid via Valence. 3 hommes sont chargés du transfert et de la surveillance. Les chefs de la brigade spéciale, Fernando Valenti et Jacinto Rossel, et un agent soviétique, un homme d'Orlov, qui supervise les opérations et se fait appeler José. Alors que Nin se rapproche du point de non-retour, ses camarades du comité exécutif sont arrêtés et emprisonnés. Le POUM est démembré, ses locaux fermés et ses quotidiens interdits. Les opérations sont dirigées par le chef de la police de Barcelone, le communiste Ricardo Burillo. Le président Companys appelle le gouvernement républicain pour lui demander des explications. Mais ce dernier, réfugié à Valence, est impuissant. Tout est consommé, et la pression soviétique est telle qu'il est impossible de savoir ce qui se passe. La voiture se dirige vers Alcalá de Henares. Le nom de cette ville sera plus tard rayé de l'original de la première note officielle diffusée par le ministère de la Justice sur l'arrestation de Nin. Parallèlement, les communistes lancent une vaste campagne destinée à faire passer celui-ci pour un traître et un espion. Alcalá de Henares, à 40 km de Madrid, est une véritable ville forteresse où pullulent les militaires soviétiques. Dans le plus grand secret, Nin y est jeté en prison. Son séjour n'est pas enregistré. Jusqu'ici, légalité et complot font bon ménage.
En prison, Nin fait 4 dépositions, conservées aux Archives nationales de Madrid. Elles datent, d'après les originaux, des 18, 19 et 21 juin. Il déclare que son arrestation est une machination du Parti communiste et nie avec obstination ce dont on l'accuse, à savoir d'être un espion à la solde de Franco. La mascarade à laquelle on essaie de le mêler n'a pas les résultats escomptés et les agents de Staline changent de tactique. Une nuit, à la fin du mois de juin 1937, une voiture arrive à la prison de Alcalá de Henares. Dans une lettre adressée le 24 juillet 1937 au KGB, Orlov relate ce qui s'est passé cette nuit-là à Alcalá de Henares. C'est la première fois qu'il est fait mention de l'enlèvement, dans le cadre de ce qui a été baptisé l'opération Nikolai. Orlov explique que c'est grâce à un complice espagnol que ces hommes ont pu pénétrer dans la prison. Ils ont profité, dit-il, du moment où celui-ci allait donner à manger aux prisonniers et où on lui ouvrait les portes pour pénétrer dans la cour. Orlov est accompagné d'un agent envoyé tout exprès par Moscou pour superviser l'opération, un dénommé Jouzik. Voici ce que dit Orlov de Jouzik, qui est également intervenu dans l'élaboration du document chiffré. Il me servait d'interprète. Il est resté avec moi dans la voiture garée près de l'édifice d'où ils ont sorti l'objet. L'objet, c'est Nin. Et les kidnappeurs sont 2 Espagnols, probablement des policiers de la brigade spéciale. Tout ce qu'on sait des 3 Espagnols impliqués dans l'enlèvement, c'est que leur nom commence par les lettres L, AF et IM. Le KGB a rayé les noms sous prétexte de préserver la respectabilité des descendants éventuels. Orlov avait décidé d'enlever Nin, de le supprimer et de prétendre que celui-ci avait tenté de s'enfuir. Cela renforçait la thèse de l'espionnage et compromettait encore davantage les dirigeants du POUM. Le PCE fait courir le bruit que Nin a été libéré par des agents de la Gestapo infiltrés dans les brigades internationales. Le complot de cette fausse libération est attribué à cet homme, Vittorio Vidali, chef des commissaires politiques. Il est accusé des années plus tard par 2 ex-communistes, Jesus Hernandez, ministre de l'Éducation des 2 derniers gouvernements républicains, et Enrique Castro Delgado, fondateur de la célèbre 5e colonne. Lorsque le président de la République, Manuel Azaña, reçoit l'explication officielle du gouvernement Negrin sur la soi-disant libération de Nin par les nazis, il s'exclame « N'est-ce pas un peu trop rocambolesque ?» Pendant tout le temps où il a été Premier ministre, c'est-à-dire du second semestre 1937 à la fin de son mandat, Negrin n'a jamais eu aucune marge de manœuvre. Il ne pouvait ni se rendre, ni collaborer avec l'Union soviétique. Il était obligé de faire un minimum de concessions, et c'est pour ça qu'il a fermé les yeux sur des incidents comme la disparition de Nin. Étant donné la situation internationale, il ne pouvait pas faire autrement. Negrin n'est pas le seul à avoir peur de parler. Pas un seul intellectuel catalan ou castillan ne s'est insurgé contre la disparition de Nin.
Pas un seul. En France, des gens ont protesté, Duhamel, Mauriac. En Angleterre, il y a eu O'Connell. Mais en Catalogne et en Espagne, pendant la République, pas un seul intellectuel n'a élevé la voix. Tous ont pris pour argent comptant ce qu'on disait sur Nin. Les jeunesses du PSUC écrivaient sur les murs « Gouvernement Negrin, où est Nin ?» À Salamanque ou à Berlin. Eh bien, personne n'est allé les contredire. Pourtant, la pression internationale oblige le gouvernement républicain à ouvrir une enquête. Gregorio Peces Barba del Brio est nommé procureur près le tribunal spécialement mis en place pour juger l'affaire Nin. Nous, on cherchait les coupables éventuels, s'il y en avait. Il ne faut pas oublier que nous n'allions pas juger cette affaire. Nous étions seulement des juges d'instruction. Et en vérité, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Mais les circonstances ont prévalu sur les hommes. Et les circonstances politiques ont prévalu sur nos bonnes intentions. Le juge ordonne l'arrestation du chef de la police de Madrid et de son informateur Alberto Castilla. Mais la police et les agents soviétiques empêchent leur emprisonnement. La peur paralyse l'enquête et personne n'ira jamais à Alcalá de Henares. Pour étrange que cela puisse paraître, ça ne nous a jamais effleuré, aucun des membres du tribunal, d'aller à Alcalá de Henares. Pour nous, il était plus urgent d'établir les culpabilités. Sur le sort d'Andreu Nin, on ne se faisait aucune illusion. C'est pourtant à quelques mètres seulement de la prison d'Alcalá que se trouve la clé de la disparition. Les hommes d'Orlov transfèrent Nin dans les locaux de la Tchéka, dans le sous-sol d'une villa. Celle-ci, aujourd'hui disparue, était occupée habituellement par le chef de l'aviation républicaine, le général Ignacio Hidalgo de Cisneros, et par son épouse, Constancia de la Mora Maura. Le couple est communiste et aristocrate. De la Mora Maura, qui est chargée de censurer les journalistes étrangers, finira par se lier d'amitié avec Staline. C'est dans un endroit comme celui-ci qu'Andreu Nin est sauvagement torturé. Une des méthodes de torture était d'empêcher les gens de dormir. Par exemple, quelqu'un comme Nin réintégrait sa cellule après un interrogatoire de nuit. Il se couchait à 6 heures du matin après une nuit sans sommeil, un interrogatoire pénible, des accusations, des menaces. Il avait à peine le temps de s'allonger et de tirer sa couverture qu'à nouveau on venait le chercher pour un nouvel interrogatoire. Il fallait se lever, s'habiller pour repartir sans même avoir eu le temps de bâiller. Et cela pouvait durer 10 ou 15 jours, jusqu'à ce que les gens n'aient plus conscience de rien. Mais Nin ne fait aucun aveu, puisqu'il n'a rien à avouer, et les soviétiques décident alors d'en finir.
C'est ici qu'Orlov et ses agents assassinent Andréu Nin. Mais Orlov connaît tant de secrets qu'il craint lui aussi d'être liquidé sur ordre de Staline. Un an plus tard, il s'enfuit d'Espagne et Staline ordonne alors d'ouvrir une enquête sur ses activités. Enquête qui débouche sur la constitution de 6 dossiers se rapportant chacun à un assassinat politique. Le premier, intitulé N, concerne Nin. Un document écrit à la main en russe signale la route qui relie Alcalá de Henares au village de Perales de Taruña et indique un endroit situé à mi-chemin, à 100 mètres de la route, dans les champs. C'est là que Nin a été assassiné et son corps enterré. Plus loin, on découvre le nom des bourreaux, Svied, c'est-à-dire Orlov, 2 Espagnols non identifiés, et Juzik, le diminutif slave de José. On croyait tous que José était russe. Il parlait le russe et il était à l'évidence l'homme fort de l'organisation. C'est lui qui donnait les ordres et dirigeait toutes les opérations. Ce n'est qu'après qu'on a su qu'il était brésilien et qu'il s'appelait José Escoy. C'est lui qui a été le véritable cerveau de toute l'opération, dont l'objectif final était l'enlèvement et la disparition d'Andréu Nin. Les complices de l'assassinat sont Pierre et son chauffeur Victor. Sous le nom de Pierre se cache l'homme de Staline au PSUC, Erno Guerro, alias Pedro, qui utilisait aussi la version française de son pseudonyme. Ce n'est ni à Salamanque, ni à Berlin, ni même à Moscou, mais ici, en pleine Castille, que s'est joué le dernier acte du drame. Olga Nin est morte aux États-Unis, sans jamais savoir ce qu'était devenu son mari. Ses filles, Ira et Nora, sont encore traumatisées par toute l'affaire. J'aimerais avoir les souvenirs que je n'ai pas. Il existe des tas de documents sur l'homme politique et le journaliste, mais rien sur mon père. La mort de Nin donne lieu à quelques confidences intimes. L'écrivain Mercè Rodoreda m'a confié à Roissy-en-Brie qu'elle était amoureuse de Nin et que lui aussi était amoureux d'elle, qu'ils avaient vécu le début d'une idylle platonique et qu'elle possédait une lettre de lui. Je n'ai jamais vu cette lettre. Elle était amoureuse de Nin, mais ça a été un amour frustré. Les dirigeants du POUM sont jugés, mais pas à la mode moscovite comme l'aurait souhaité Staline. Les dirigeants du POUM qui ont été jugés ont pris exemple sur Nin et sur sa résistance à la torture. Ils ont défendu la cause de leur parti et le procès a échoué parce que les accusations de haute trahison et d'espionnage n'ont pas pu être retenues. Ils ont seulement été condamnés à des peines légères pour leur participation aux événements du mois de mai. Les policiers de la brigade spéciale sont condamnés à mort par les tribunaux militaires franquistes et la majorité d'entre eux sont fusillés. L'informateur Alberto Castilla, considéré comme délinquant de droit commun, est condamné au garrot. Staline, de son côté, fait exécuter une grande partie des hommes qu'il a envoyés en Espagne. Ainsi, le consul de Barcelone, l'ex-trotskiste Antonov Ovsienko, est rappelé à Moscou, jugé et exécuté le jour même. Mais Erno Guerro, alias Pedro, exercera le pouvoir suprême en Hongrie et ordonnera les massacres de Budapest en 1956. Après l'assassinat de Nin, Orlov quitte l'Espagne et s'exile aux États-Unis. Il ne retournera jamais en Union soviétique et évitera toujours de parler de Nin. Il mourra en 1973 sans faire aucune confession.